Donc voilà maintenant le dernier dossier, donc le dossier 5. Il s'agit d'un patient de 42 ans, originaire du Bénin, vivant en France depuis 3 ans. Il vient vous consulter pour des lombalgies d'horaires inflammatoires qui évoluent depuis un mois. Il vous explique que malgré les traitements antalgiques, les douleurs ont plutôt une tendance à s'aggraver. Il est maintenant réveillé toutes les nuits et il vous signale qu'il tousse aussi beaucoup depuis plusieurs mois. Il est, pour ses douleurs, actuellement sous morphine depuis quelques jours. Sa température est de 38,2, tension artérielle 12,7. Il pèse 61 kg pour 1,82 m, a d'ailleurs perdu 5 kg récemment. À l'examen clinique, il existe un franc syndrome rachidien et la mobilisation du rachis lombaire est très douloureuse. Il n'y a pas d'hépatosplénomégalie, mais on retrouve des adénopathies périphériques, en particulier axillaires. Les résultats de ces examens biologiques retrouvent une numération normale, une CRP à 35, une VS à 70 à la première heure, le ionogramme, la créatininémie, le bilan hépatique et la calcémie sont normaux. Enfin, on vous précise que le CBU est stérile. Les questions sont les suivantes. Première question, quel est votre diagnostic? Sur quels arguments? Deuxième question, quels examens complémentaires demandez-vous ici? À la troisième question, on vous demande d'interpréter ces radiographies qui sont les suivantes. Enfin, à la quatrième question, devant cette forte suspicion diagnostique, quelles sont les 2 mesures à prendre dans l'immédiat et pourquoi? Quel examen est indispensable ici pour confirmer votre diagnostic et quel seul résultat pourrait vous permettre de surseoir à la réalisation de cet examen diagnostique? Enfin, à la question 6, votre diagnostic évoqué à la première question est confirmé. Quel traitement instituez-vous? Quels sont les autres éléments de la prise en charge nécessaires? Vous revoyez votre patient 2 à 3 jours après le début du traitement et il vous signale l'apparition de troubles sphinctériens. Quelles sont vos 3 hypothèses quant à l'origine de ces troubles sphinctériens? Et enfin, dernière question, quels vont être vos principaux éléments d'orientation pour ces 3 hypothèses quant à ces troubles sphinctériens? Donc, correction maintenant. Première question, quel est votre diagnostic et quels sont vos arguments? Ici, le diagnostic à évoquer était celui de spondylodicite infectieuse et, a priori, d'origine tuberculeuse ou aussi appelée mal de Potte. Cette spondylodicite, comme vous avez vu sur les radios, était de localisation lombaire. Quels sont vos arguments? Premièrement, pour la spondylodicite, il s'agit d'une lombalgie fébrile. Toute lombalgie fébrile est une spondylodicite jusqu'à preuve du contraire. Les douleurs sont d'horaire inflammatoire, donc comme on l'a vu tout à l'heure dans le dossier lombosciatique, c'est un signe d'alerte. Il existe une franche raideur rachidienne, encore un signe d'alerte, et surtout un syndrome inflammatoire biologique. Pour l'origine tuberculeuse, vous avez le terrain. Il s'agit d'un patient qui vient d'un pays d'endémie tuberculeuse, il s'agit d'un patient béninois. Il a a priori vécu au Bénin pendant toute son enfance, puisqu'il est en France seulement depuis 3 ans, ce qui veut dire qu'il est en plus non vacciné. Autre signe d'alerte, perte de poids, altération de l'état général, il a perdu 5 kg. Et pour l'origine tuberculeuse, plutôt que pour un germe banal, vous remarquez à l'énumération qu'il n'y a pas d'hyperleucocytose. Enfin, toujours pour l'origine BK, il vous signale une toux et il existe des adénopathies périphériques. Donc, face à cette suspicion de spondylodicite tuberculeuse, quels examens demandez-vous en première intention? Tout d'abord, des examens biologiques à visée infectieuse. Bien sûr, on a vu qu'il s'agissait d'une origine tuberculeuse, donc pour rechercher le BK, IDR à la tuberculine, BK dans les crachats, dans les tubages,
réalisé 3 jours de suite, le matin à jeun avant le lever. Mais vous devez quand même éliminer une autre étiologie infectieuse. C'est pas parce qu'il est béninois qu'il a le droit de faire que la tuberculose, il a le droit aussi de faire une spondylodicite à staph. Donc vous faites de façon systématique des hémocultures. Dans un dossier de spondylodicite, même si le patient n'est pas fébrile, il faut faire des hémocultures de façon systématique, même en l'absence de fièvre. Vous répétez bien sûr toujours dans tout dossier où vous mettez hémoculture, vous mettez aéro-anaérobie et à refaire au moment des pics et des frissons. Mais elles doivent aussi être faites en l'absence de fièvre. Ici, je vous mets à titre de mémoire ECBU, mais il était déjà fait dans l'énoncé. Enfin, dans le cadre d'une spondylodicite tuberculose, dans tout dossier de tuberculose, vous devez chercher une pathologie favorisante et vous devez faire une sérologie VIH. Ça méritait un 0 à la question. Il faut le mettre dans une des questions du dossier. S'il y en a plusieurs où vous hésitez, vous pouvez caser la sérologie VIH, bah vous mettez sérologie VIH dans toutes les questions où vous pensez que ça peut être important. Sur le plan radiologique, vous complétez vos radiographies. Vous aviez ici les radiographies de rachis lombaire face profil, mais il faut aussi, dans le cadre des spondylodicites tuberculeuses, faire des radiographies de rachis dorsal et cervical, car elles sont fréquemment multifocales. Pareil, il s'agit d'un dossier probablement tuberculose, donc il était licite de faire une radio de thorax, et même fortement recommandé. En plus, ici, il y avait de l'atout, il y avait des adénopathies périphériques, donc vous pouviez éventuellement vous offrir le luxe d'un scanner thoracique, à la recherche d'une tuberculose pulmonaire associée. Enfin, pour compléter l'examen du rachis, vous deviez faire une IRM du rachis dorso-lombaire, tout d'abord pour confirmer votre diagnostic de spondylodicite, qui était quand même assez fortement évocateur sur les radiographies, mais aussi pour en rechercher un retentissement, un éventuel abcès paravertébral ou une éventuelle compression radiculaire au niveau du rachis lombaire. Question 3, interpréter ces radiographies. Comme dans les autres dossiers, vous avez des radios, vous devez préciser de quelle radiographie il s'agit. Ici, il s'agissait de radiographie du rachis lombaire, face plus profil. Qu'est-ce qu'on voit sur ces radios? Qu'il existe une raideur rachidienne. Comment on voit ça sur des radios de rachis lombaire? En fait, on note que sur ces radios, on perd la lordose lombaire qui est physiologique. Il n'est pas normal d'avoir un rachis lombaire droit, on doit normalement avoir une lordose lombaire physiologique. Les lésions sont ici centrées sur L3, L4, et ces lésions sont les suivantes. Le premier signe, le plus précoce de spondylodicite, c'est le pincement discal. Ici, sur ces radios, il y a même une quasi-disparition de ce disque. Et ce pincement, dans les spondylodicites, est caractéristique, il n'y a pas de vide discal. En plus, ici, vous voyez que ce pincement était associé à une ostéolyse du plateau vertébral supérieur de L4 et inférieur de L3, c'est-à-dire ce qu'on appelle les géodes en miroir. Signe caractéristique de spondylodicite. Donc 1, le pincement discal, 2, les géodes en miroir. Où est-ce qu'on voit ces lésions? Ici, vous voyez la hauteur d'un disque normal. Sur un rachis lombaire, la hauteur des disques diminue jusqu'en L4, L5, et en L4, L5, elle est de même taille qu'en L5 et 1. Ici, la hauteur du disque est franchement diminuée. Donc, premier signe, pincement discal. Je vous ai dit aussi perte de la lordose lombaire. Effectivement, ici, vous avez plutôt l'impression que le rachis est droit au lieu d'être en lordose. Et enfin, vous pouvez voir, surtout ici au coin antérieur, et ici aussi, des géodes en miroir évocateurs de spondylodicite infectieuse.
Devant cette forte suspicion diagnostique, c'est-à-dire spondylodicite tuberculeuse, quelles sont les 2 mesures à prendre dans l'immédiat et pourquoi? La première, du fait de l'origine possiblement tuberculeuse de l'atout, on peut se trouver devant une tuberculose thoracique associée bacillifère. Donc, il était fondamental d'isoler votre patient. Isolement respiratoire, cette mesure est une mesure de prévention vis-à-vis de l'entourage et du personnel soignant. La deuxième mesure, qui est commune à toutes les spondylodicites, c'est l'immobilisation du rachis lombaire. Effectivement, quand il existe une infection vertébrale évolutive, le rachis n'est plus stable, donc le patient doit être en première intention mis en repos strict au lit, avec toutes les précautions qui vont avec, c'est-à-dire HBPM, etc., prévention des complications de décubitus, et par la suite, dès que possible, la réalisation d'un corset rigide dorso-lombaire pour maintenir, d'une part, le rachis en rectitude, éviter le risque de compression de la queue de cheval, et par la suite, au cours de la cicatrisation, éviter que le rachis ne se déforme et cicatrise avec une angulation. Donc à la 5e question, on vous demande quel est l'examen indispensable pour confirmer votre et non pas voter diagnostic. Quel résultat pourrait vous permettre d'y surseoir? L'examen indispensable pour confirmer une spondylodicite infectieuse est la réalisation d'une ponction biopsie disco-vertébrale. Cet examen se fait sous contrôle radio ou scanographique et il doit être complété par un examen bactériologique. Ici, il ne fallait pas oublier un direct de type ZIL à la recherche de BK, des cultures sur milieu de Lowenstein, mais aussi un direct pour examen standard et des cultures classiques pour bactériologie standard. L'examen, la ponction biopsie est envoyée au laboratoire de bactériaux, mais aussi au laboratoire d'anatomopathologie. Ils recherchent des signes d'inflammation qui seraient aspécifiques, mais surtout dans l'hypothèse tuberculose, un granulome et une nécrose caséeuse. Le seul examen qui pourrait vous faire éviter la réalisation de cette biopsie disco-vertébrale, c'est si sur les premiers BK tubage ou BK crachat, vous aviez votre diagnostic, c'est-à-dire si vous étiez face à une tuberculose bacillifère, vous pouviez vous dire, dans ce contexte, quand même, il est très probable que son rachis ce soit aussi d'origine tuberculose. Donc, votre diagnostic est confirmé, spondylodicite tuberculose. Quel traitement instituez-vous? Vous devez entreprendre un traitement antituberculeux par voie orale. Ce traitement comporte une ou une quadrithérapie selon le pays d'origine. On a assez facilement tendance à faire une quadrithérapie dans les infections osseuses, mais ce n'est pas une obligation. Il comporte classiquement isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. Au posologie classique, le moyen mémotechnique, c'est, comme l'éthambutol, c'est celui qui est en suspens, normalement on le met au-dessus, c'est IREP, I-R-E-P, et 5, 10, 20, 30, pour connaître les posologies par cœur. Donc cette ou quadrithérapie doit être poursuivie pour 3 mois et relayée par une bithérapie qui contient isoniazide et rifampicine pour une durée totale d'environ 12 mois. Quels sont les autres éléments de la prise en charge? On l'a vu tout à l'heure, isolement respiratoire jusqu'à ce que vous récupériez les résultats des tubages. Si les tubages ou les crachats sont négatifs 3 jours de suite, ce n'est pas une tuberculose bacillifère, il n'y a pas de risque pour l'entourage, donc vous levez l'isolement. Antalgique non antipyrétique pour surveiller la fièvre, immobilisation initialement strict au lit puis en corset rigide,
Comme vous l'immobilisez, prévention des complications de décubitus, HBPM et nursing. Et il va rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois au lit. Donc, vous ne laissez pas ces muscles fondre et vous commencez une rééducation initialement par des mouvements en isométrique au lit, une rééducation des membres inférieurs. Les autres mesures qu'on devait prendre ici, puisque c'est un dossier tuberculose, c'est déclaration obligatoire, enquête sociale, dépistage et éventuellement traitement de l'entourage. Et ici aussi, vous pouvez éventuellement caser la sérologie VIH. Ensuite, après 2-3 jours de traitement, il vous signale l'apparition de troubles sphinctériens. Quelles sont vos 3 hypothèses quant à l'origine de ces troubles? La première est bien évidemment la possibilité de l'extension des lésions qu'on connaît, c'est-à-dire celles qui sont L3, L4, avec un abcès au niveau du canal rachidien et un syndrome de la queue de cheval par compression. Celui-ci, c'est le plus grave. Le deuxième, c'est une compression médulaire. Comme je vous l'ai dit dans une des premières questions, les spondylodycites tuberculeuses sont volontiers multifocales. Donc si vous avez des signes sphinctériens, premièrement, bien sûr, évoquez la queue de cheval sur la lésion qu'on connaît, mais pensez qu'il peut y avoir des lésions plus haut situées qui seraient responsables de troubles sphinctériens par une compression médulaire. Enfin, la troisième hypothèse, que j'ai cotée avec un peu moins de points parce qu'elle est beaucoup moins grave, c'est un effet secondaire des morphiniques. On va voir que dans ces 3 cas, la clinique n'est pas du tout la même. Ceci fait l'objet de la 9e question. On vous demande quels sont vos principaux éléments d'orientation à l'examen clinique pour différencier ces 3 causes. Premièrement, pour le syndrome de la queue de cheval. Typiquement, dans un syndrome de la queue de cheval, vous vous situez face à un déficit moteur sensitif des membres inférieurs, avec un déficit d'origine périphérique, c'est-à-dire un déficit flasque, et une abolition des réflexes ostéotendineux. Vous pouvez retrouver une hypoesthésie en selle, et les troubles sphinctériens sont volontiers des troubles d'incontinence, et au toucher rectal, vous avez une diminution du tonus anal. Pour la compression médulaire, vous pouvez, à l'examen clinique, rechercher une douleur rachidienne plus haut située, dorsale ou cervicale, qui évoquerait une autre localisation de spondylodycite. Votre déficit moteur et votre déficit sensitif seraient plutôt avec éventuellement une rigidité, peut-être pas forcément dans les premiers jours, mais par la suite, mais pas avec une abolition des réflexes, plutôt avec des réflexes vifs et polycinétiques, et d'autres signes pyramidaux. Il s'agit ici d'une compression médulaire, donc vous cherchez des signes centraux, des signes pyramidaux. Réflexe cutané plantaire en extension, c'est-à-dire signe de Babinski, une rigidité pyramidale, un éventuel clonus de la rotule et trépidation épileptoïde du pied. Enfin, vous pouvez avoir dans une compression médulaire une atteinte cordonale postérieure et vous devez chercher un syndrome cordonal postérieur avec en particulier un signe de l'hermite. Toujours dans la compression médulaire, un signe caractéristique, c'est l'existence d'un niveau sensitif. Enfin, pour l'effet secondaire des morphiniques, les troubles sphinctériens ne sont pas du tout les mêmes, ce n'est pas des problèmes d'incontinence. La plupart du temps, c'est au contraire une dysurie, contrairement aux 2 autres cas. Il existe fréquemment d'autres signes associés de prise de morphinique à bonne dose, c'est-à-dire la constipation. Et surtout, l'examen neurologique et le toucher rectal sont strictement normaux. Donc voilà pour ce 5e dossier. Quels en sont les points forts? Tout d'abord, vous devez savoir que dans un dossier de spondylodycite, comme dans la vraie vie, le diagnostic repose quasi systématiquement sur une ponction biopsie disco-vertébrale. Pas le diagnostic de spondylodycite en lui-même, qui est fait à l'imagerie, à l'examen clinique, mais le diagnostic étiologique, c'est-à-dire retrouver le germe en cause. Les seuls cas où vous pouvez vous passer de la ponction biopsie disco-vertébrale, c'est dans le BK quand vous avez les tubages qui reviennent positifs tout de suite,
et dans une spondylodicite à germe banal quand vous avez les émoques positives. Dans ces dossiers de spondylodicite, vous ne devez pas oublier à la phase aiguë, et pour un certain temps d'ailleurs, l'immobilisation. Dans le BK, comme on l'a vu, la particularité de ces spondylodicites, c'est qu'elles sont volontiers multifocales. Donc toujours avoir cette arrière-pensée à l'esprit. Enfin, outre que les spondylodicites à BK peuvent être multifocales, la tuberculose peut toucher d'autres organes, en particulier le poumon. Vous devez faire le bilan des autres localisations de tuberculose. Ici, je n'ai pas fait les BK urinaires parce qu'à l'ECVU, on vous dit que celui-ci était normal. Et on peut quasiment jamais avoir de tuberculose urinaire sans leucocyturie. Donc c'est pour ça que je n'avais pas fait les BK urines. Enfin, dans un dossier tuberculose, il ne faut pas oublier la déclaration obligatoire, l'enquête sociale, le dépistage et le traitement de l'entourage, et la sérologie VIH. Je vous remercie de votre attention.